Soyez les bienvenus à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba a été officiellement investi président. Il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. L'événement intervient au lendemain de l'adoption d'une charte de la transition politico-militaire que traverse le pays. Et puis, le royaume chérifien a commencé à évacuer ses ressortissants de l'Ukraine. Ils s'étaient réfugiés dans les pays voisins. Au moins 12 000 Marocains vivent en Ukraine, dont 8 000 étudiants. Selon les témoignages, la communauté africaine est victime de violences raciales et vit des conditions difficiles dans sa quête de sortir de la zone de guerre. Lors d'un vote approuvé massivement par 141 pays, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Résolution votée après plus de 2 jours de débat à l'hémicycle des Nations unies. Comme annoncé dans nos titres, au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Damiba a été officiellement investi président. Il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Cet événement qui intervient au lendemain de l'adoption d'une charte de la transition s'est déroulé également devant les représentants de l'armée, du corps diplomatique et des forces vives de la nation burkinabé. Monsieur le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi président ce mercredi matin. Le nouveau chef de l'État burkinabé avait déjà prêté serment devant le Conseil constitutionnel le 16 février dernier, mais cette fois-ci, il s'agit de la cérémonie officielle. Vêtu de son uniforme de camouflage et d'un béret rouge, le président Sandaogo Damiba a été investi devant des représentants de l'armée, des partis politiques, des syndicats et du corps diplomatique. Lors de cette sobre cérémonie, il n'a pas prononcé de discours. Son investiture officielle intervient après l'adoption mardi d'une charte de la transition, déclarant que des élections seraient organisées 36 mois après son investiture. 5 années de prison, c'est la sanction réclamée par le parquet contre l'opposant Barthélémy Diaz, maire de la ville de Dakar. Il est accusé de la mort d'un homme en 2011 dans un contexte de violence politique. Selon l'avocat de l'accusé, les motifs de l'arrestation du maire souffrent de plusieurs zones d'ombre. Au Sénégal, le parquet a réclamé 5 ans de prison ferme contre le nouveau maire de Dakar, la capitale. Jugé en appel pour la mort d'un homme abattu en 2011 dans un contexte de violence politique, Barthélémy Diaz est un farouche opposant au pouvoir. Mercredi, son avocat Ousseynou Fall a affirmé que le maire avait été agressé à l'époque. Il y a plusieurs zones d'ombre qui ne peuvent pas asseoir la culpabilité de Barthélémy Diaz. Ce ne sont pas sur des supputations, sur des suppositions, sur des « il se pourrait » qu'on condamne quelqu'un, surtout un individu comme Barthélémy Diaz, qui est maire de la ville de Dakar. Barthélémy Diaz a pris les fonctions de maire de Dakar le 17 février dernier. Nous voyons donc un acharnement qui ne dit pas son nom contre des hommes politiques qu'on ne poursuit pas pour des faits ignomineux, mais qu'on poursuit parce qu'ils ne sont pas du même bord que l'actuel président Macky Sall. Pour son élection, Barthélémy Diaz a rejoint une coalition nationale conduite par Ousmane Sonko, prétendant déclarer à la présidentielle de 2024. Au Congo, gouvernement et opposition se rencontrent à compter de ce jeudi, et ce pour 4 jours. La rencontre devrait, selon le pouvoir de Brazzaville, permettre aux différents partis d'échanger autour de l'organisation des élections législatives prévues en juillet prochain. L'événement reste tout de même boudé par l'opposition. C'est à Owando, au nord du Congo, que se tient à partir de ce jeudi et pendant 4 jours une concertation politique. Pour le gouvernement, cette rencontre devrait permettre aux différents partis de dialoguer des élections législatives prévues au mois de juillet. Sauf que l'événement est boudé par l'opposition. Ce qu'il faut, c'est pas penser à ce qu'Owando devrait être, c'est penser à créer les conditions d'un vrai dialogue national inclusif qui réunit toutes les filles et tous les fils du Congo. Pour une partie de l'opposition, ce dialogue devrait plutôt traiter de la crise que traverse le Congo à plusieurs niveaux. Une crise qui est notamment politique, avec des prisonniers politiques toujours en détention.
Les élections législatives de juillet interviendront après la présidentielle de mars 2021, remportée par Denis Sassou Nguesso avec plus de 88% des suffrages, un scrutin contesté par l'opposition et une partie de la population. Le royaume chérifien a commencé à évacuer ses ressortissants de l'Ukraine. Ils s'étaient réfugiés dans les pays voisins. Au moins 12 000 Marocains vivent en Ukraine, dont 8 000 étudiants. Selon les témoignages, la communauté africaine est victime de violences et vit des conditions difficiles dans sa quête de sortir de la zone de guerre. Regardez. Le Maroc a commencé à évacuer ses ressortissants d'Ukraine. Les premiers vols spéciaux au départ des pays voisins de l'Ukraine à destination de Casablanca sont arrivés dans le pays. Le royaume compte au moins 12 000 ressortissants, dont 8 000 étudiants. Notre sortie d'Ukraine a été difficile, raconte cette étudiante, car les Ukrainiens étaient racistes à notre égard. Pendant notre passage des frontières, le Maroc nous a fourni gratuitement l'hôtel, le transport et la nourriture. Je demande au consulat de faire quelque chose pour les étudiants en Pologne, car ils sont victimes de racisme et violence. Ils marchent plus de 40 km, certains meurent de froid. Les gens sont obligés de jeter leur nourriture afin d'être plus légers sur les routes. En plus du Maroc, des étudiants égyptiens doivent également être rapatriés. Plus de 6 000 ressortissants vivant en Ukraine. La moitié d'entre eux sont des étudiants inscrits à Kharkiv dans le nord-est. L'Algérie a pour sa part déploré le décès d'un de ses ressortissants âgé de 24 ans qui aurait succombé à une blessure par balle au niveau de la tête. Lors d'un vote approuvé massivement par 141 pays, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Résolution votée après près de 2 jours de débat à l'hémicycle des Nations unies. Une salve d'applaudissements retentit dans l'hémicycle des Nations unies à New York. Par une très large majorité, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution qui exige que la Russie cesse sa guerre en Ukraine. Cette résolution n'est certes pas contraignante, mais l'approbation du texte a été massive. 141 pays ont voté pour, 5 contre et 35 se sont abstenus. Ce qui met la pression sur Moscou, comme l'a souligné le secrétaire général des Nations unies à l'issue du vote. Le message de l'Assemblée générale est fort et clair. Mettez fin aux hostilités en Ukraine maintenant. Faites taire les armes maintenant. Ouvrez la porte au dialogue et à la diplomatie maintenant. L'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine doivent être respectées conformément à la Charte des Nations unies. Nous n'avons pas un instant à perdre. Les effets brutaux de ce conflit sont évidents. Mais aussi mauvaise que soit la situation des Ukrainiens maintenant, elle menace de se détériorer encore plus. La résolution a été adoptée au terme de 2 jours d'une session extraordinaire d'urgence, comme il s'en tient rarement à l'ONU. Le texte réclame un retrait immédiat des troupes russes actuellement déployées en Ukraine. Il appelle par ailleurs à accorder à l'aide humanitaire un accès sans entrave. Lors de son allocution avant le vote, l'ambassadeur russe à l'ONU a assuré que la Russie se bornait à défendre les populations des provinces pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Et nous parlons toujours de la crise ukrainienne. Un médecin palestinien vivant en Ukraine a été contraint de quitter sa ville avec sa famille pour fuir des bombardements des troupes russes à proximité de son domicile. L'homme a alors reçu l'aide de la communauté juive locale pendant son voyage. On écoute son témoignage. Dans cette guerre qui fait rage en Ukraine, nos envoyés spéciaux sont allés à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui font tout pour sauver leur vie. Parmi eux, un destin a retenu leur attention, celle de la famille du docteur Yacoub Abou Al-Rab. Médecin palestinien de Jenin, ville de Cisjordanie, depuis quelques années, Yacoub et les siens vivent à Kiev. Face aux bombardements, ils ont été contraints de fuir la ville. Je vis à Irpin, une ville qui se trouve dans la banlieue de Kiev, à environ 15 km. Maintenant, les Russes essaient d'entrer dans Kiev en passant par Irpin. Mais ils n'ont pas réussi, parce qu'ils se sont heurtés à une résistance très violente. Et il y a eu des combats dans la ville. Et pendant ce temps, nous étions enterrés chez nous. Nous avions peur de sortir. Nous avons fait des allers-retours incessants entre la maison et les abris. Parfois, on devait rester à la maison.
Nous n'avons pas eu la possibilité de nous enfuir jusqu'à maintenant. La famille de ma femme nous a invités à venir chez eux. Là-bas, il y a un refuge pour les demandeurs d'asile. Les gens s'entraident, il y a à boire, à manger et des abris pour nous protéger. Donc, ils nous ont dit de quitter l'endroit où nous étions parce que nous n'étions plus en sécurité. Une fois que les combats se sont calmés, nous avons pris la direction de cet endroit et le trajet a vraiment été mouvementé parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Nous étions en voiture, je conduisais avec ma femme et mes enfants, on entendait les bruits des coups de feu dehors, je n'osais pas conduire trop vite. Nous avons dû passer par 5 postes de contrôle de l'armée ukrainienne. Un périple qui les aura conduits à 35 km de Kiev. C'est ici qu'ils ont trouvé refuge dans une communauté religieuse, celle des Juifs Chabad, où le grand rabbin, Moshe Asman, a tout mis en œuvre pour les aider. Il a organisé un convoi sécurisé pour les emmener vers la frontière moldave. Ils nous ont aidés, ils nous ont hébergés, ils nous ont accueillis très généreusement. Ils nous ont offert à boire, à manger et nous ont proposé de nous donner des affaires. Un soutien précieux que Yacoub et sa famille n'ont pas trouvé auprès des pays arabes, malgré de nombreux appels à l'aide. Des appels restés sans réponse selon lui. Seuls les Chabad auraient vu leur détresse. Grâce à eux, ils ont pu prendre la route pour gagner la frontière moldave, un trajet qu'ils partagent avec 200 juifs ukrainiens. Une jolie histoire et un moment d'espoir qui prouve que l'entraide se fait au-delà des origines et des religions. Cette vague de solidarité se ressent vraiment en temps de guerre. Il n'y a pas de différence entre les gens. Tous les habitants sont traités de la même manière, qu'ils soient arabes ou pas, qu'ils soient ukrainiens, quelle que soit leur religion. Il n'y a pas de différence de traitement. Les gens sont unis dans cette situation parce qu'ils ont besoin de s'entraider les uns les autres pour survivre. Il y a des femmes, des enfants qui ont été chassés de chez eux brutalement, des civils qui se sont retrouvés sans domicile en un rien de temps. Ce genre de situation appelle automatiquement une unité humanitaire. Nous nous en remettons à la grâce de Dieu, peut-être en Pologne s'il y a des moyens de communication, ou alors en Roumanie. Nous irons dans n'importe quel pays européen si nous en avons l'occasion. Mais franchement, on dirait que la situation ne fait qu'empirer. On voit les renforts russes à la télé tous les jours, donc on ne sait même pas si on pourra passer ou pas. Les effets collatéraux du conflit russo-ukrainien se font sentir avec la flambée des prix dans plusieurs domaines d'activités économiques. C'est l'exemple de celui de l'or noir, le pétrole, suite à la décision des pays de l'OPEP, menée par l'Arabie Saoudite et la Russie, de ne pas augmenter plus que prévu leur production. Les cours du pétrole augmentent à mesure que le conflit en Ukraine s'intensifie. Mercredi, le WTI américain a atteint son record depuis 2013 avec 111,50 $, tandis que Brent de la mer du Nord a atteint 113,02 $. Les forces russes poursuivent leur offensive sur plusieurs villes d'Ukraine, dont Kharkiv, ce qui alimente les craintes pour l'approvisionnement en énergie. Le gaz naturel et l'aluminium ont également atteint des records historiques. Le cours européen de référence du gaz naturel, le TTF néerlandais, est allé jusqu'à 194,715 €. Le prix du gaz britannique évoluait à un niveau très proche de son record historique de décembre dernier. Une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN aura lieu vendredi au siège de l'Alliance à Bruxelles. L'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine a conduit l'Union européenne et les États-Unis en tête à imposer de fortes sanctions à Moscou, alimentant les craintes de voir les exportations russes d'énergie interrompues. La Russie est le plus grand exportateur de pétrole brut au monde et représente plus de 40% des importations annuelles de gaz naturel de l'Union européenne. Il n'y a pas que le pétrole, la crise russo-ukrainienne frappe aussi le sport. Hanso Wyss, l'un des hommes les plus riches de Suisse, a dit avoir été contacté pour l'achat de Chelsea, le club anglais de première division de football. Son propriétaire, l'oligarque russo-israélien Roman Abramovich, connu pour être un proche de Vladimir Poutine, a décidé de se mettre en retrait après l'invasion de l'Ukraine. Le club de football de Chelsea a peut-être trouvé son nouveau propriétaire, alors que le milliardaire russo-israélien Roman Abramovich, qui possède le club depuis 2003, s'est mis en retrait après l'invasion russe en Ukraine. Le nanti suisse Hanso Wyss a déclaré qu'on lui avait fait une proposition d'achat. Mercredi,
Wyss a ajouté qu'il se laissait quelques jours de réflexion considérant le prix demandé de plus de 2 milliards de livres sterling trop élevé. D'après ses dires, le montant équivaudrait à la somme que le club de Chelsea doit à Abramovich. Or, le club ne possède pas d'argent. Ainsi, l'acheteur dédommagerait en réalité indirectement le milliardaire russe. L'homme de 86 ans a admis son intérêt pour le rachat du club de Stamford Bridge à Roman Abramovich, mais uniquement dans le cadre d'un consortium. Très proche du président de la Russie Vladimir Poutine, Roman Abramovich aimerait conserver la propriété du club. Une entreprise impossible si le gouvernement britannique impose des sanctions à l'homme de 55 ans. Le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi, a annoncé ce jeudi matin que le cap du million de personnes ayant fui l'Ukraine a été franchi après 7 jours de conflit. La Pologne est, selon les Nations Unies, la plus concernée par cet afflux. 1 million de réfugiés ukrainiens en seulement une semaine de guerre. Selon les Nations Unies, c'est l'exode le plus rapide du siècle. Environ 2% de la population est contrainte à l'exil. La plupart des réfugiés se rendent dans les pays limitrophes, en voiture ou en train, pour fuir les bombardements de l'armée russe et l'intensification des combats. La Pologne accueille environ la moitié de ces Ukrainiens qui ont dû tout abandonner derrière eux. Ils sont également en Moldavie, en Slovaquie et en Roumanie. Ces pays s'organisent dans l'urgence. Le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi, doit se rendre sur place dans les prochains jours. La situation devrait empirer alors que l'armée russe gagne du terrain. De son côté, Londres a annoncé l'ouverture d'une agence à Calais pour permettre aux Ukrainiens souhaitant se rendre au Royaume-Uni de demander rapidement un visa. Et nous parlons à présent religion. La Cour d'appel de Téhéran a innocenté 9 chrétiens accusés d'atteinte à la sûreté nationale le 28 février dernier. L'ONG Porte Ouverte salue une décision rare de la justice du 9e pays où les chrétiens sont le plus persécutés en 2022. Le juge a révélé l'absence de preuves à charge des citoyens ne peut pas être condamnés sur la base de spéculation, a-t-il indiqué. Pour rappel, le 3 novembre 2021, la Cour suprême d'Iran avait par ailleurs estimé que prêcher simplement le christianisme ne constituait plus une atteinte à la sûreté nationale. C'est ici que chute ce journal. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir et surtout que Dieu vous bénisse.